On a parlé la semaine passée du recul climatique du PQ et avec nous pour en parler, comme premier sujet, Étienne-Alexandre Beauregard, chercheur pour l'Institut Cardus. Salut! Salut Nicolas, ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors, vas-y. Ben, écoute, comme tu dis, hein, la semaine passée, le Parti québécois a fait en quelque sorte un recul, sans trop le dire, avec un programme climatique qui était beaucoup moins punitif que ce qu'ils nous avaient proposé en 2022. Et d'ailleurs, ils le disaient directement dans leur plan, là. Nous rejetons une économie, plutôt une écologie punitive qui en prendrait plus dans les poches des citoyens. Maintenant, notre discours environnemental, ça va être un discours qui va viser à améliorer la qualité de vie des gens. Donc, on voit que c'était vraiment un repositionnement face à la crise du coût de la vie, puis aussi au fait que certaines politiques, notamment quand on parle de plus de taxes sur l'essence, de taxes sur les voitures, etc., ça fait peser un lourd fardeau sur les familles de la classe moyenne, puis on voit que c'est moins politiquement acceptable aujourd'hui. Et je me souviens, quand on en avait parlé avec Rémi et Karima la semaine dernière, la question qui m'avait été posée, c'était est-ce que tu penses que Québec solidaire va gagner les votes des écologistes, justement, qui vont être déçus de ce repositionnement-là? Et là, tu comprendras que j'ai eu un petit sourire ce matin quand je lisais les journaux, puis que je vois que Québec solidaire fait exactement le même choix en disant, nous aussi, on renonce à taxer la vente de voitures. Exactement. C'est quand même drôle de voir à quel point des croyances politiques, des visions pour une société peuvent évoluer de la sorte, parce qu'on s'entend que c'est vraiment un sujet qui était pas au cœur nécessairement, mais qui était important là, autant pour le PQ que pour QS. Ben oui, absolument. Puis, tu sais, toi aussi, je sais que tu as étudié en sciences politiques, mais c'est une question qu'on discute beaucoup quand on s'intéresse à la chose publique. Est-ce que c'est les acteurs, les partis qui font vraiment les changements ou est-ce que des fois, c'est les époques? Et là, j'ai Mm-hmm. l'impression que c'est vraiment un changement où l'époque est d'un côté, l'époque nous force en fait à voir que le coût de la vie, c'est important, que les gens, ils n'arrivent plus. Et donc, cette situation-là économique où on pouvait peut-être se permettre d'avoir des politiques qui étaient plus coûteuses, puis de dire, bon, les citoyens, ils vont contribuer plus directement avec une taxation plus élevée. Là, on voit en fait que ça ne passe plus à cause de la situation et tous les partis, même Québec solidaire, se repositionnent là-dessus. Là. Donc, c'est vraiment en fait un changement d'époque par rapport au cadrage de tout l'enjeu environnemental qui maintenant peut juste plus faire l'économie d'une réflexion aussi sur le coût de la vie. Puis ça, je pense que ça en dit long sur justement le moment politique dans lequel on est. Puis aussi d'une crise plus large, je pense, pour la gauche, là, qui voit que beaucoup de choses dans son message ne passent plus et qu'on doit refaire, en fait, nos travaux, retourner à la table à dessin. Et d'ailleurs, c'est pas un accident si maintenant le Parti conservateur du Québec est plus élevé que Québec solidaire dans à peu près tous les sondages. Non, effectivement. Et puis, ça démontre aussi l'immense défi de la relation entre l'économie et l'environnement. Hein? C'est un équilibre extrêmement fragile. Dès qu'on a une crise économique, on voit que les orientations environnementales de certains partis changent drastiquement. Et puis, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle tout le temps, parce que, bien entendu, il faut vraiment faire attention à protéger l'environnement, mais c'est clair que même les partis dits de gauche sont les premiers à mettre en quelque sorte les priorités environnementales de côté quand vient le temps de parler d'économie. Écoute, deuxième sujet qui me parle particulièrement, j'ai 3 enfants à l'école. Tu voulais parler de l'horaire de 5 jours. Oui, ben en fait, on a vu ça, hein, je pense que c'est dans un État américain où on décide maintenant de faire un projet pilote pour voir est-ce qu'on pourrait faire l'école sur 4 jours au lieu de 5 en allongeant un Exact. peu les journées et tout. Puis bon, moi je trouvais ça intéressant parce que ben, ceux qui m'écoutent régulièrement savent que je suis en faveur du pluralisme dans les écoles. Je pense que c'est bon quand on essaye des formules différentes parce que c'est pas tous les enfants qui apprennent de la même manière, parce que d'avoir au contraire d'une uniformité qui force tout le monde dans le même moule quand on a des options différentes, souvent c'est ça qui permet aux enfants de s'épanouir parce que justement on n'a pas tous les mêmes ambitions, pas tous les mêmes besoins, pas tous les mêmes aspirations pour le futur aussi. Et je pense que quelque chose qu'il faut quand même réaliser, c'est que la semaine de 5 jours qui dure la durée que ça dure aussi, pratiquement comme une journée de travail, c'est plus pour accommoder les horaires des parents que les besoins d'apprentissage des enfants. Et d'ailleurs, c'est pour ça, moi, c'est une discussion que j'avais beaucoup avec un de mes anciens patrons au cabinet du premier ministre. On se disait, hein, dans un monde idéal où on pouvait faire tout ce qu'on veut, est-ce que ça serait pas bien, notamment au primaire, si on pouvait avoir plus de temps pour que les enfants, puis notamment les garçons, hein, qui ont plus de misère à l'école à cause que, bon, rester assis Mhm. pendant
7 heures par jour, c'est difficile. Pouvaient jouer pendant la moitié de la journée, pouvaient sortir dehors, faire autre chose. Puis en tout cas, moi, sans dire que c'est un modèle qu'il faudrait adopter partout, sans dire que c'est forcément toujours la bonne chose pour tout le monde, notamment l'article en question dans la presse souligne des fois des élèves un peu plus défavorisés qui ont besoin de plus de temps. Eux, ça peut peut-être être moins efficace. Mais l'idée comme ça qu'on puisse un peu sortir du cadre puis dire, est-ce que c'est vrai qu'on a besoin toujours d'avoir les fesses dans la chaise pendant 8 heures par jour pour bien apprendre? Des fois, de prendre un temps de pause, des fois de faire autre chose, des fois de varier l'horaire, c'est bon aussi pour aérer l'esprit, pour régénérer le cerveau, puis pour être prêt à retravailler. Fait que moi, il y avait un modèle intéressant que je trouvais là-dedans. Ouais. Effectivement, c'est intéressant. Là, après, il y a le réalisme. Tu sais, tout de suite, quand j'ai su que tu allais parler de ça, je me suis dit, ouais, ben parfait, mais qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir redéfinir carrément presque l'économie au grand complet parce que d'un côté, bon, ben, les parents, eux, c'est l'horaire pour la grande majorité de 5 jours. Donc, si les écoles offrent 4 jours, ben, à la 5e journée, l'enfant, il fait quoi? Il va où? Et puis, ça serait pas mieux si on envoie l'enfant cette 5e journée-là à l'école, encore une fois, mais au service de garde. Moi, je crois que ça serait plutôt pour pouvoir unir encore plus ce sentiment familial-là. Tu sais, ça serait intéressant si on pouvait tout réinventer, que ce soit 4 jours de travail et 4 jours d'école. Comme ça, je dis souvent que la fin de semaine, il manque une journée. Hein? Parce que tu sais, j'aimerais avoir une journée là, où je peux vraiment juste rien faire puis être avec ma famille. Mais non, malheureusement, on doit toujours courir après le temps parce qu'il reste juste 2 journées à pouvoir faire tout ce que tu as voulu faire dans la semaine. Mais en même temps, de l'autre côté, je regarde 4 jours, on sait déjà qu'on a un retard au Québec. On sait les problèmes scolaires que nos petits garçons, surtout, ont. Donc, est-ce que leur donner encore moins d'écoles, c'est une solution? Je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur le fait que leur donner peut-être moins d'écoles, mais une école différente, ça serait un point à surveiller. Mais avant le combat, puis j'aimerais t'entendre sur ce dernier point-là, avant le combat du 4 jours d'école, moi, je suis plus dans l'équipe de pas de devoirs à la maison. Je vais te le dire, c'est pas parce que quand j'étais jeune, j'aimais pas les devoirs, mais c'est parce que je trouve que c'est une pression qu'on donne aux parents, finalement, de devoir s'assurer que ces devoirs-là soient bien faits, un. Puis deux, je me dis, justement, 7-8 heures de temps à l'école, mais qu'est-ce que tu fais si tu n'apprends pas? Ah, mais ça, honnêtement, je suis tout à fait d'accord avec toi, notamment parce que j'aimais pas les devoirs quand j'étais jeune. Moi, je vais le dire. Non, mais sans blague, oui, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il faut se rappeler que les enfants, c'est des enfants. Ils sont épuisés quand ils rentrent de l'école, là. Ben oui, déjà que tu passes 40 heures à l'école, si en plus, il faut que tu fasses des devoirs à la maison. Puis c'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a des modèles d'apprentissage qui vont mettre de l'avant le travail plus autonome en classe. Hein. Quand on dit, par exemple, la pédagogie inversée, ça se fait à des niveaux, mettons le secondaire, même l'universitaire, où des fois, on va donner la théorie à la maison. Et on va dire, ou dans des périodes différentes, et au moment où on est dans la classe, c'est là qu'on peut faire des exercices puis demander de manière plus dynamique au professeur si on a besoin, qui met un peu l'accent sur l'autonomie de l'élève. Mais tout ça pour dire, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Puis si on réduit, en fait, plutôt que de réduire les heures pures où il faut que tu sois présent sur le temps d'école, si on réduit le temps magistral, peut-être que ça peut donner des expériences intéressantes. Tu sais, d'une certaine manière, que là, les programmes de sport-études, d'art-études, c'est déjà une manière de varier qu'est-ce qui se passe dans le temps que tu es à l'école. Puis sans dire justement, il y a une journée où tu n'as plus à être présent, mais je pense que si on joue sur cet arrangement de l'horaire-là, où on dit oui, il y a du temps où c'est magistral, mais il y a du temps où tu vas faire du travail par toi-même, un peu comme le devoir que tu ferais à la maison, où il y a du temps où tu vas faire une passion, un art, un sport qui te permet de te dépasser, qui te permet de te changer les idées aussi par rapport à ce que tu fais. Mais là, nettement, on arrive avec un modèle d'école qui est plus dynamique, qui est moins fatigant aussi, qui permet à ceux qui ont besoin de bouger, de changer les idées, surtout quand on est petit, là, il faut le dire, d'avoir cette variété-là. Ben moi, je trouve qu'il y a un modèle intéressant là-dedans. Puis, encore une fois, sans arriver avec des solutions qu'on dit il faudrait que tout le monde fasse ça partout, ça vaut au moins la peine d'y réfléchir. Ben, là, moi, je suis bien placé pour en parler. Moi, j'ai fait un programme de sport-études et Dieu merci que j'ai fait un programme de sport-études. J'avais besoin de bouger énormément. Puis je me serais jamais vu être assis 8 heures dans une salle de classe à écouter une personne parler, peu importe le sujet qui m'intéressait ou pas. Moi, j'avais besoin d'apprendre différemment. C'est clair. Écoute, ça va être un nouveau projet d'école qu'on va lancer ensemble. Je te remercie beaucoup. On se parle très bientôt, Étienne Alexandre. Merci à toi. À demain.